Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors si vous avez envie d'être en bonne santé sexuelle, si vous avez envie d'améliorer votre rapport à votre sexualité, même si vous êtes seul, parce que lorsqu'on est seul, si on fait l'impasse sur sa sexualité, on risque fort le jour où l'on rencontre un nouveau partenaire de peut-être pas être tout à fait à l'aise. Donc si vous voulez améliorer votre sexualité, c'est le moment ou jamais de venir nous rejoindre. Je suis aujourd'hui en compagnie de Yves Pslati. Il a créé ce concept de santé sexuelle auquel j'adhère absolument, et sur son site il évoque ces 7 points pour être en bonne santé sexuelle. Alors écoutez bien, je vais les énumérer et puis ensuite Yves Pslati nous expliquera peut-être un peu mieux chacun de ces 7 points. Alors les 7 points pour la santé sexuelle: d'abord fantasmer. Deuxièmement, se masturber. Troisièmement, avoir des relations sexuelles. Quatrièmement, une bonne image corporelle. Érotisé, en 5, en 6, estime et confiance en soi, et en 7, être heureux en couple. Alors déjà, comment on fait quand on n'est pas en couple? Ça, c'est la première question que je vais poser à Yves. Et puis ensuite, comment améliorer sa bonne image personnelle? C'est pas si simple, et je le sais à force de vous écouter tous les jours. En tout cas, je vous invite à nous rejoindre, et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Alors d'abord, Yves Pslati, si je comprends bien, si on n'est pas en couple, on n'est pas en bonne santé sexuelle? Non. Ça, c'est la condition. Si on est en couple, il faut être un couple heureux. C'est mieux d'être un couple heureux qu'un couple malheureux. Bien évidemment, si on n'est pas en couple, on peut très bien avoir une très bonne santé sexuelle. Donc, même des gens qui sont en couple et qu'ils ne s'entendent pas du tout, l'un ou l'autre peut avoir aussi une très bonne santé sexuelle. Donc, ça, c'est le sixième et le septième ne se rapporte pas directement à la sexualité. Le septième se rapporte à une thérapie de couple. Si vous êtes en couple, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est facile. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre aux gens? On va apprendre aux gens à parler correctement, aux gens à se disputer tout en respectant l'autre, et aux gens à faire la paix le plus rapidement possible. Et le sixième, c'est confiance en soi, estime de soi, c'est-à-dire c'est psychologie. Évidemment, pour être heureux en couple, d'abord il faut avoir confiance en soi-même et avoir de l'estime de soi-même et de la confiance en soi-même pour pouvoir avoir confiance à quelqu'un d'autre. Donc, mais les 5 premiers, ça c'est vraiment partie de la sexualité, et de toute façon les 2 premiers c'est de la sexualité personnelle et non pas de la sexualité relationnelle. Oui, vous insistez beaucoup, Yves Pslati, sur la question des fantasmes. Et c'est vrai que c'est pas si simple. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à être en lien avec leurs fantasmes pour des questions de croyances, d'inhibition, de culture. Quel serait déjà le premier conseil que vous pouvez donner Le pour premier libérer conseil tout ça? Au niveau du fantasme, donc le fantasme, ça va servir à quoi? Le fantasme, ça va servir justement à 2 choses, au numéro 2 et au numéro 3. Le numéro 2, c'est masturbez-vous. Donc, on va apprendre aux gens à ne pas se masturber mécaniquement, à sexualiser la masturbation, c'est-à-dire à l'accompagner d'un fantasme. Soit on ferme les yeux, on rentre dans un fantasme, un scénario plus ou moins soft ou bien plus ou moins hard, soit on a besoin d'un support visuel et on va utiliser le support visuel pour sexualiser la masturbation. La masturbation, ce n'est pas juste une bête petite décharge que les gens utilisent. Souvent, j'entends des gens: quand est-ce que vous masturbez? Et juste avant de m'endormir. Pourquoi vous masturbez? Pour mon endormissement. Donc, ce n'est pas une pilule pour pouvoir s'endormir. Il faut sexualiser. C'est un acte sexuel. Et dans le rapport sexuel, on s'est rendu compte que même si c'était des gens qui aiment bien la sexualité, ils sont sexophiles, à un moment donné, pendant le rapport sexuel, il y a un vagabondage d'esprit, donc on passe à autre chose, surtout les femmes, c'est-à-dire le repassage qui n'a pas été fait, ou bien les cartables des enfants ne sont pas prêts. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant le rapport sexuel? Elles vont quitter la sexualité et puis elles vont venir se plaindre: pourquoi je n'ai pas d'orgasme? Tu n'as pas d'orgasme parce que tu as quitté à un moment donné la sexualité. Alors, comment se réintroduire dans la sexualité? Il y a 2 façons de se réintroduire dans la sexualité. C'est justement, si on a érotisé plusieurs parties de son corps, toucher ces parties-là, mais le plus facile,
le plus urgent, qui peut nous aider tout de suite, c'est la capacité d'entrer dans un fantasme à valeur érotique élevée. Cependant, si je ne me suis jamais habitué à fantasmer, pourquoi? Parce que je ne fantasme pas parce que j'ai des remords, de regrets à le faire, ou bien le contenu des fantasmes me dérange, ou bien je suis tellement habitué à la pornographie, à regarder des films pornographiques, que le système fermer mes yeux et rentrer dans un fantasme ne marche pas. En fait, je me tire une balle au pied. Parce qu'au moment où, disons, le plus simple pour l'homme, disons, il est en pleine pénétration. Il pénètre, il est en train de pénétrer, il fait des va et des viens, et puis à un moment donné, il perd son érection. Alors ça, c'est une catastrophe pour un homme de perdre son érection. L'homme qui perd son érection tandis qu'il est dans le vagin, c'est la honte. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour retrouver son érection? La voie la plus facile, quand on demande à un homme lambda, quand je demande, tu es dans le vagin, tu es en train de perdre ton érection. Tu as besoin de quoi pour retrouver ton érection? 3/4 des hommes, 80% des hommes me répondent tous la même chose. Une bonne petite fellation, à ce moment-là, ça marche, je retrouve mon érection. Et si madame ne veut pas te faire une fellation à ce moment-là, qu'est-ce que tu as mis toi-même en place pour retrouver ton érection? Rentrer dans un fantasme. C'est pour ça qu'il faut toujours enrichir sa vie fantasmatique et garder la capacité de fermer les yeux et d'entrer dans un fantasme. Oui, non, mais Michel, d'accord, Yves Psellati, je suis évidemment tout à fait d'accord avec vous, sauf que il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et comment on peut les aider? Comment on peut Ah oui, on a un outil pour ça. Alors, lequel? On a un super outil pour ça. Donc, des gens chez qui veulent enrichir leur sexualité et puis qui me disent, parce que donc, quand ils ont un trouble sexuel, surtout un manque de désir sexuel, le traitement, la sexothérapie commence quasiment toujours par la sexualité personnelle. Donc, fantasme et masturbation. Alors, quand quelqu'un me dit, ah oui, mais moi, fantasme, je n'ai pas l'habitude de fantasme, vous savez, moi, je n'ai pas de fantasme, vous n'avez pas de fantasme. Est-ce que vous voulez un outil? D'abord, on pose ça aux questions. Donc, on ne donne pas des outils comme ça aux gens. D'abord, on donne la question parce que pour voir s'ils sont ouverts. C'est-à-dire, s'il y a un outil, j'espère que vous allez l'utiliser, parce que si je vous donne des outils et que vous ne les utilisez pas, ça ne sert à rien. J'ai un outil, est-ce que ça vous intéresse? Alors les gens ils me disent, oui, ça m'intéresse. Alors, on commence. Tous les jours, 20 minutes, avec un support visuel, parce que comme ils n'ont pas l'habitude de fermer les yeux et d'entrer dans un fantasme, tous les jours, 20 minutes, à lire quelque chose, un livre, des histoires sur Internet, des BD, ou bien à regarder un film. Alors, quand c'est un livre, un bouquin, évidemment, ce bouquin, il ne faut pas le lire dans le métro. Je vois qu'il y a des gens qui lisent dans le métro ce genre de... C'est pas ça. Ou alors, il faut mettre une couverture, sinon. Ou bien, mais moi, je le vois, les gens qui sont en face de moi dans le métro, je vois 50 nuances de gris. Bon, je ne sais pas s'ils s'excitent avec 50 nuances de gris, mais apparemment, il y a certaines personnes qui s'excitent avec le 50 nuances de gris. Bon, donc c'est-à-dire, tous les jours, prendre l'habitude de 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, et de voir ce qui se passe. Et puis, évidemment, vous fermez le bouquin, donc vous êtes dans une histoire, et vous essayez de voir cette histoire dans votre tête. C'est-à-dire que les images ne doivent pas être floues dans votre tête, et peut-être vous pouvez faire une histoire encore en complémentaire, faire la suite de l'histoire. Alors, chez beaucoup de femmes, il y a quelque chose qui marche aussi. Les femmes aiment bien écrire. Alors je leur dis, pourquoi vous n'écrirez pas un livre érotique, un livre un peu pornographique? Une fois que vous avez établi ces choses de fantasme, donc la capacité de rentrer dans un fantasme, pour que les images soient nettes dans votre tête et que vous ne vagabondez pas, l'esprit ne doit pas vagabonder pendant le fantasme, pourquoi est-ce que vous ne prendrez pas l'habitude, par exemple, de vous faire des petites histoires et de les écrire? Et ça marche. Voilà l'outil. Oui, oui. En fait, ce que vous dites, Yves Psellati, c'est qu'il faut se raconter quelque chose qui nous excite un peu, ou enfin, en tout cas, qui pourrait nous donner envie d'avoir envie. Et ça commence parfois en s'inspirant de choses qui sont déjà écrites, tout simplement. Oui, donc pourquoi? Mais c'est pas en lisant Barbara Cartland que vous allez
Donc, c'est pas les romans de Rose. Je ne pose pas les Non, gens non, j'ai bien. à lire les romans de Rose. On a Donc, bien ça doit compris. être quand même un peu sexuel. Hein. Ça doit être quand même un Ah peu ben sexuel. bien sûr, faut pas lire un truc de jardinage, quoique il y a des plantes qui sont très phalliques. Bon, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 et vous venez témoigner de votre santé sexuelle. C'est Natacha qui va revenir dans un instant et qui est peut-être un petit peu en baisse de libido. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yves Slati et nous allons améliorer votre santé sexuelle. Et alors là, on pourrait presque dire, Yves Slati, que la fièvre va monter, en l'occurrence. Parce que pour être en bonne santé sexuelle, il faut qu'il y ait de la fièvre. Ouais, j'espère bien. N'est-ce pas? Alors, Natacha, justement, votre fièvre aurait plutôt baissé, je crois. Hein. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Oui, alors, on vous écoute. Vous êtes en couple vous êtes pacsé depuis 6 ans, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Effectivement, ce qu'il s'est passé, c'est que depuis quelques années, j'ai eu comme un effondrement de mon désir. Et moi, depuis très longtemps, depuis mon jeune âge d'adulte, j'ai commencé à avoir beaucoup de désirs. J'avais une flamme en moi qui brûlait depuis ma vingtaine à peu près. Et aujourd'hui, j'en ai 45. Et c'est vrai que depuis mai 2021, il y a eu un choc émotionnel dans notre couple où j'ai vécu un effondrement de désir. Et c'est vrai que depuis, je suis coupée de lui. Alors, je suis pas malheureuse, mais c'est vrai que sans cette pulsion, c'est une pulsion de vie quand même, le désir. Ça me manque. Oui, mais là, vous évoquez visiblement un choc émotionnel qui a certainement sa raison d'être, enfin en tout cas qui est certainement la cause de votre baisse de désir. Donc il faudrait peut-être comprendre qu'est-ce que ça a provoqué, ce choc émotionnel. C'était quoi? Vous pouvez nous le dire? Oui. Alors, si vous voulez, mon compagnon, avant notre rencontre, avait été plusieurs années l'amant d'une femme. Oui. Et quand on s'est rencontrés, alors moi je ne connaissais pas du tout son existence à cette personne. Et en fait ils n'ont pas continué à se voir, mais ils ont continué à communiquer tous les jours. Mais c'était vraiment caché toujours. Et donc après on a pu en parler. Je comprenais pas trop bien cette relation et puis un jour vous avez fait une émission sur le coup de foudre et ce jour-là après votre émission je lui parle du coup de foudre que j'avais eu pour lui. Oui. Et lui me parle du coup de foudre qu'il a eu pour cette femme. Et là je me suis dit en fait ça fait 4 ans à l'époque que nous étions ensemble. Pendant 4 ans il communique avec elle pour qui il a eu un coup de foudre. Et donc, moi, je me suis sentie complètement, presque inutile. Je me suis demandé pourquoi nous étions ensemble, en fait, voilà. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, il y a eu un effondrement en moi. Après, on a réussi à dépasser tout ça. On a beaucoup travaillé ensemble. Et moi, j'ai fait quelques thérapies avec notamment une sexologue. Mais c'est vrai que je n'ai pas retrouvé ce désir que j'avais avant. Comme si tout d'un coup vous avez l'impression que vous ne comptez pas suffisamment pour lui, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, mais là, vous voyez que vous êtes en train de le punir, mais de vous punir en même temps finalement. Oui, donc, c'est vrai. Il serait bien d'avancer parce que c'est avec vous qu'il est, c'est vous qui le désire visiblement, non? Oui.
Alors Donc oui, là, c'est facile à... non, non, mais bien Ouais, sûr ouais. que là, non, non, mais je suis d'accord que là, on est sur des choses très rationnelles, mais c'est quand même important que vous puissiez déjà rationnellement l'entendre, et ensuite, je crois qu'il faut aller travailler sur cette rivale qui quelque part vous a coupé de votre désir. Yves Psletti, qu'est-ce que vous pourriez dire à Natacha? Oh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, donc, quand quelqu'un me dit à une époque j'avais beaucoup de désirs sexuels et puis je n'en ai plus parce qu'il y a ceci, cela qui s'est passé, tout ça. Alors d'abord, je veux m'assurer, est-ce que la personne avait vraiment du désir sexuel? Parce que c'est très compliqué. Les gens pensent qu'ils ont du désir sexuel, mais en fait, c'est pas du désir sexuel qu'ils ont. Donc, d'où, par exemple, si Natacha était ma patiente, je lui aurais posé des questions sur son histoire sexuelle. Déjà maintenant. Donc, vous ne faites plus l'amour avec votre homme, Natacha? Ah si, on fait l'amour, oui. Combien? Et pas Au suffisamment. moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Combien de fois vous vous masturbez, Natacha? Ah, plus du tout, je me masturbe plus. Ok. Est-ce qu'avant, vous vous masturbiez? Oui. Quelle quantité? Au moins une fois par jour. De quel âge à quel âge? Je dirais de 25 ans jusqu'à 42. Jusqu'à 42. Donc ça Ouais. fait 3 ans que vous avez arrêté de vous masturber. Oui, bien. Donc, avant, vous vous masturbiez énormément. Jusqu'à 42 ans, une fois par jour, vous vous masturbiez. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne vous masturbez pas? Parce que c'est ça qui va maintenir votre désir sexuel. Non pas vis-à-vis de l'homme, mais votre désir sexuel. Ici, on parle de deux choses différentes. Alors, les gens, ils pensent qu'ils avaient du désir sexuel. Et est-ce que ce désir sexuel, c'est quoi le moteur de la sexualité? Il y a une seule définition. Vous devez bien comprendre qu'il y a une seule définition du désir sexuel. C'est pour obtenir du plaisir et un orgasme. Toutes les autres définitions ne sont pas du désir sexuel, c'est-à-dire les motivations. Alors, ici, quand on est au début, on est amoureux, fou amoureux, on est passionnément amoureux. Et en fait, le moteur de la sexualité, c'est quoi? C'est la passion. C'est grâce à la passion qu'on se saute l'un sur l'autre. Le problème, c'est que ces gens-là qui ont basé leur sexualité sur ce moteur-là, la passion, quand elle se termine quelque temps après, ça va dépendre d'une personne à une autre, mais en général, ça peut tourner autour de 6 mois, quand elle va déjà, la sexualité, hop, disparaît. Alors les gens ils vont dire, mais avant, j'avais du désir sexuel, docteur, dites-moi pourquoi je n'ai pas. Donc, on va lui expliquer, ce n'est pas du désir sexuel que vous aviez. Vous aviez un désir de rapprochement. Oui, mais là, excusez-moi, Yves. C'est pas de la sexualité, ça. Oui, mais Yves Psletti, Natacha, elle avait du désir sexuel puisqu'elle se masturbait tous les jours. On voit bien que c'est quelque part ce qui s'est passé dans votre couple, que tout d'un coup, ça vous a coupé de votre désir et que finalement, vous n'avez pas tellement envie d'y retourner puisque vous vous remasturbez pas pour vous. Comme si, moi, je crois qu'il y a vraiment à comprendre que vous êtes en train de faire payer à votre partenaire quelque chose et que vous en souffrez, vous êtes la première à en souffrir. Donc c'est ça qu'il va falloir dépasser, Natacha. Oui, c'est vrai. Là, on est en train de. Enfin, je suis en train de travailler avec ma thérapeute sur justement cette colère que j'ai identifiée effectivement il n'y a pas très longtemps. Cette colère que je pensais pas avoir et effectivement je me rends bien compte que je lui fais payer quelque part ça. Oui, mais vous vous faites payer aussi, c'est ça le problème, vous comprenez? Et c'est en ça que je pense qu'Yves Psletti nous donne tout à fait la solution. Il faut vous remasturber pour faire revenir votre désir et ensuite vous pourrez sans doute retrouver une sexualité avec votre partenaire tout en travaillant parallèlement sur votre colère et sur cette question de rivalité. Et moi je l'entends bien, Natacha, et on a tous envie d'être l'élue, la préférée, la meilleure dans les yeux de notre partenaire. Mais c'est le cas aujourd'hui. Donc pourquoi rester aussi en colère par rapport à quelque chose qui est de l'ordre du passé? C'est ça parle de votre propre histoire, ça parle pas de lui. Vous comprenez? Oui. Vous êtes depuis combien de temps avec ce monsieur? Excusez-moi.
6 ans. 6 ans. 6 ans, et c'est 4 ans après qu'ils vous disent ça. Oui. Et donc, dans les 4 premières années, il n'y avait pas eu aucun problème. Ah si, par rapport à cette histoire, si, il y a eu pas mal de problèmes par rapport à cette relation qu'ils ont entretenue. Oui. Alors attendez, on va faire une pause parce que là, on est obligé de faire la petite pause nécessaire pour Sud Radio. Et puis on se retrouve dans un instant, on va revenir parce que de toute façon, votre témoignage, il concerne tellement de gens. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 11h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à évoquer la santé sexuelle avec Yves Pslati qui est en notre compagnie. Alors on va redonner la parole à Natacha. On comprend bien que la relation entre votre partenaire a été un petit peu abîmée à cause de. C'est vrai que c'est pas très malin de vous dire qu'il a eu un coup de foudre pour une autre femme que vous. C'est pas très malin. J'en profite pour signaler à tous ceux qui nous écoutent que c'est ce genre de choses qu'il faut éviter de dire et que ça a forcément souvent un impact sur la sexualité. Yves Pslati, je trouve que on peut comprendre Natacha, mais en même temps, oui, il faut qu'elle revienne à son désir à elle. Et puis après, sans doute, elle pourra retrouver une bonne harmonie dans le couple, parce que sinon, on peut imaginer qu'à force, le couple va en pâtir. En fait, je suis désolé, Brigitte, mais je n'ai pas bien compris la chronologie des événements. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça s'est passé? Natacha, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Vous avez quel âge maintenant? Je vais faire 45 ans. Donc, vous aviez 39 ans quand vous avez rencontré ce monsieur? Oui. Ok. Donc, ça fait 6 ans, vous avez dit, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok. Alors, comment ça se passait au début, votre sexualité? Oui, mais elle nous a déjà tout dit, ça, Yves Pslati, excusez-moi. Attendez, mais à quel moment? Non, mais j'arrive pas à mettre ça dans ma tête. J'arrive pas à voir clairement. On va pas faire toute l'émission sur ce sujet, Yves Pslati. Bon, allez-y, Natacha, répondez. Alors, au départ de notre relation, tout allait bien. On avait une sexualité très épanouie. Oui. Ensuite, effectivement, est entrée cette relation qu'ils entretenaient avec son ex est apparue, mais notre sexualité a été toujours maintenue. Et ensuite, il y a 2 ans à peu près, suite au sujet du coup de foudre, oui, il m'a dit qu'il avait un coup de foudre pour cette personne-là. En fait, à partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu un effondrement du désir en moi. Du désir vis-à-vis de lui? Oui. Oh, même du désir tout court. Pourquoi, en même temps, vous avez perdu aussi votre désir global? C'est ça qui... Qu'est-ce qui s'est passé en plus? Parce qu'elle a été triste et malheureuse, et puis que ça peut être une petite déprime qui tue un peu notre propre désir, Yves Pslati. Voilà. Ça me paraît assez facile à comprendre, tout ça. Donc déprime, ok. Enfin, je sais pas, je réponds à la place de Natacha. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Et c'est ça que vous travaillez avec votre psy? Alors oui, je l'ai travaillé, oui. Parce que maintenant, je suis plus déprimée, mais c'est vrai que mon désir n'est pas revenu. Okay. Après, on a une sexualité régulière quand même, mais c'est pas moi qui vais vers lui. Et puis je me masturbe plus du tout, ça c'est sûr. Donc ça va être aussi donc si la déprime est terminée, pour reprendre la sexualité, donc essayez de fantasmer et essayez de vous masturber pour votre propre sexualité. Oui, je crois que c'est ce qu'on disait. Il faut, Natacha, que d'un côté, vous retrouviez votre désir pour vous, et puis ensuite, il faut travailler sur la rancœur que vous avez vis-à-vis de votre partenaire. Et sans doute que ça, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment résolvé entre vous. Est-ce que vous lui en avez parlé? Est-ce qu'il a compris que quelque part, il vous avait terriblement blessé en disant tout ça? Enfin, vous voyez, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses qu'il faut qui se soient dites entre vous et pour retrouver une belle confiance l'un envers l'autre, parce que à mon avis il y a aussi une perte de confiance vis-à-vis de lui. Vous voyez, c'est tout ça qui entre en jeu. Oui. Alors après on en parle beaucoup. Peut-être trop.
Alors moi, je suis je parle beaucoup, alors peut-être trop, je ne sais pas. En tout cas, lui, il est beaucoup plus réservé. Donc, mais oui, c'est sûr que en ce moment, effectivement, je l'ai détecté il n'y a pas très longtemps, que j'avais cette colère encore en moi, et je le travaille. Je Bon. travaille aussi. Et peut-être qu'il faudrait, au lieu d'en parler trop, Natacha, c'est de créer un petit rituel amoureux tous les deux pour repartir sur une nouvelle base, voyez, pour faire quelque chose qui vous permet à nouveau d'avoir l'impression que vous vous êtes retrouvés. Enfin, ça marche parfois mieux que justement des paroles et encore des paroles. Bon, Oui, allez. Se toucher, beaucoup se toucher, avec beaucoup d'affection. En tout cas, merci Natacha de votre appel. On sait, on sait à quel point les sentiments rejouent aussi un rôle dans notre sexualité quand on est en couple, et c'est vrai que c'est pas si simple d'arriver à faire la part des choses. Merci en tout cas Natacha. Yves Psetti, on continue avec notre Sexy News. Philippe Hoffman, la semaine dernière vous nous parliez des ventres trop creux. Aujourd'hui vous allez nous parler des ventres trop ronds, hein, c'est ça? Bonjour Philippe. Exactement. Il faut changer. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. C'est vrai que pour cette première journée de printemps, ça s'impose de parler des ventres ronds, hein. Bon, ce qu'il y a, c'est que je vais quand même faire une chronique un peu particulière, puisque vous savez très bien que l'OMS souligne que dans le monde, il y a des millions de jeunes filles qui sont enceintes avant 18 ans. Surtout dans les régions les plus pauvres du monde. Et par exemple, c'est le cas d'une femme sur trois, hein, dans certains pays. Donc, la plupart, elles choisissent pas leur maternité, elles subissent des pressions familiales, culturelles, elles sont abusées sexuellement, elles ont aucune information, aucun accès à la contraception. Les avortements sont dangereux, illégaux. Enfin bon, il y a plein de gens qui souffrent, plein de femmes qui souffrent de ça, mais ça rappelle combien, justement, nos jeunes Françaises sont protégées par un système de santé, de prévention, et qu'elles pourraient facilement échapper à tous ces drames de maternité précoce. Pourtant, malgré tout ça, il y en a quand même quelques milliers, hein, pratiquement 10 000 jeunes filles qui, chaque année, deviennent mères avant 18 ans. 10 000 qui vont... c'est-à-dire 10 000 qui vont continuer leur grossesse, mais j'imagine qu'il y en a aussi un à grand terme, nombre. ouais. Oui, c'est ça, Voilà. il y a un grand nombre qui vont subir une IVG. Enfin, Ouais, alors voilà, je parle pas des dizaines de milliers de grossesses non désirées, interrompues par la pilule du lendemain ou par l'IVG, hein. Donc là, il y en a beaucoup, hein. Mais là, c'est vraiment celles qui arrivent à terme, hein. Donc c'est un peu particulier, c'est pour ça, bon, je vous parle souvent de choses qui ne touchent pas l'ensemble des adolescents, bien entendu, mais ça peut être intéressant. Donc ces grossesses précoces, elles ont bien sûr un effet dangereux sur le développement de ces jeunes filles, et puis ça leur coupe en fait les ailes de l'adolescence, hein. Et il y a quelques communautés qui sont particulières, comme les gens du voyage, vous savez, les gitans ou des intégristes religieux qui obligent un petit peu les jeunes femmes, les jeunes filles avant 18 ans à se marier, à avoir des enfants, mais c'est très rare aussi. Donc en fait, pour la plupart, c'est pas forcément un accident qu'on voudrait cacher, comme on le fait par exemple avec les dénis de grossesse, mais c'est vraiment une envie de maternité. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, ça date de l'enfance. Les premières identifications à la maman, parce que c'est elle qui a fabriqué, porté, nourri, aimé son enfant. Tout enfant qui a été choyé en garde une nostalgie profonde. Et les petites filles de 4-5 ans, en plus, elles rêvent toutes d'avoir un bébé. Elles se fabriquent des gros ventres et ça serait le bébé de papa. Dans ce jeu qu'on a oedipien, elles séduisent leur père et elles évincent un peu leur mère. Enfin, en tout cas, elles se mettent à leur place. Mais elles les quittent pas complètement parce qu'elles s'identifient quand même à leur maman en étant elles-mêmes enceintes. 8 ans plus tard, ça devient des adolescentes pubères. Et là, ça change tout. Elles sentent que ça pourrait être vraiment réel, leur fantasme de petite fille. C'est une réalité. Et en plus, il y a des très fortes pulsions sexuelles qui viennent bousculer tout ça.
Et donc les jeunes filles savent pas trop ce qu'elles veulent, si elles veulent convoler pour se faire plaisir, ou si elles veulent un enfant à elles pour retrouver un petit peu leur histoire égyptienne. En fait, il y a plusieurs, il y a d'autres raisons. Par exemple, pour certaines, socialement, ça leur permet de sortir de l'adolescence pour trouver une identité de femme un peu vite. Mais parfois, c'est un statut social qui est reconnu. Vous savez, comme les jeunes filles dans les cités, ou des fois qui sont un peu harcelées ou qui sont en proie à des désirs sexuels importants, qui sont coupables et donc qui se retrouvent dans un statut de mère. Et du coup, ça va les protéger. Elles vont devenir des femmes très vite et elles ne seront plus jamais des adolescentes désirantes. Donc, ça peut aussi être l'histoire d'une réparation. Vous savez, le bébé dont on rêve, là, quand on est jeune fille, c'est celui qui réparerait tous les ratés de la petite enfance. Celles qui n'ont pas eu de chance d'être suffisamment aimées, elles pensent que le bébé là va effacer tout leur traumatisme. Mais bien sûr, quand le bébé arrive, c'est plus du tout pareil, parce qu'il a des rythmes, des besoins, il y a plein d'obligations, de responsabilités, et le rêve s'effondre. Donc en fait, ces jeunes femmes, elles sont souvent dépassées et elles ont besoin de leurs proches, surtout de leur maman. Et on pourrait dire que pour certaines, ces grossesses-là, c'est un passage à l'acte, un appel à l'aide à leur mère. Certains, excusez-moi Philippe Hoffmann, mais certains disent aussi que l'acte de se retrouver enceinte, c'est aussi une manière de se prouver qu'on peut être femme. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec cette analyse ? Tout à fait, tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elles grillent les étapes, les adolescents. Oui. Vous voyez, elles veulent devenir femmes très vite, tout de suite, pour plein de raisons. Et puis, quand on fait un bébé très jeune, comme de toute façon, on va pas vraiment pouvoir l'élever toute seule, c'est une forme de cadeau que l'on fait à sa mère. Et du coup, comme elle devient une jeune grand-mère, et elle va elle aussi réparer ses erreurs et peut-être un peu mieux protéger sa fille. Et vous savez, parce que pendant qu'on est enceinte, on est vulnérable, on a ce qu'on appelle la transparence psychique, hein, où il y a une émotion à fleur de peau. Et donc, il y a certaines jeunes filles qui quand même trouvent là une solution pour donner un sens à leur vie qui est peut-être un peu difficile ou un peu trop vide et angoissante. Et il faut pas les stigmatiser, mais simplement, c'est sûr que le travail de la prévention et de l'éducation sexuelle. Oui, alors justement la prévention en amont, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux mères, puisque vous avez parlé des mères ? Oui, alors ce qu'on peut conseiller aux mères, c'est de parler avec leur enfant du plaisir d'être une mère, mais aussi d'être une femme. Hein ? Et donc c'est ce que vous dites souvent dans toutes vos émissions, c'est que c'est pas parce qu'on est une mère qu'on a supprimé la femme en soi. Mmh. Et si les mères arrivent à transmettre ce message-là à leurs filles, eh bien, ça permet quand même de casser un peu ce genre de fantasme ou de passage à l'acte. Et même si elles en ont une très forte envie, l'envie sexuelle, qui est très puissante aussi à l'adolescente, va balayer tout ça. Et comme ça, elles vont vivre des émois qui seront de leur âge. Eh bien, il y a du boulot. Merci en tout cas, Philippe Hoffmann. Yves, vous voulez réagir ? Non, mais ça me parle. Oui, je sais bien qu'il y a pour certaines raisons, donc elles vont aller jusqu'au bout de leur grossesse, mais c'est vrai que la mère doit être là pour pouvoir les aider. Mmh. Je suis tout à fait d'accord. Et pas les aider, et pas simplement les aider après coup. Oui, pas les aider à suivre leur grossesse. Merci beaucoup Philippe Hoffmann. Je rappelle que vous êtes également l'auteur de ce livre, L'impossible séparation entre les jeunes adultes et leurs parents. C'est aux éditions Albin Michel. Alors, on fait une petite pause et c'est Aude qui nous rejoint, qui aimerait bien des conseils de Yves Pslati pour retrouver un peu plus de libido dans son couple qui existe depuis 20 ans. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Yves Pslati, sexologue, que nous évoquons la santé sexuelle. Comment maintenir une bonne santé sexuelle dans votre couple ? C'est la question que se pose Aude et qui a besoin donc de petits outils dont Yves a le secret. Bonjour Aude. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Merci de me prendre à l'antenne, toujours un plaisir. Je vous en prie. Donc, vous êtes en couple depuis 20 ans et c'est surtout depuis la naissance de vos enfants que votre sexualité a baissé un petit peu, c'est ça ? Non,
Non, peut-être pas depuis la naissance, parce qu'il y a des hauts et des bas toujours, mais là, particulièrement maintenant qu'ils grandissent et qu'ils sont très présents, c'est pas évident d'être... L'improvisation n'existe plus, je pense, même c'est sûr. Et puis on est pris par le quotidien, partout. Enfin, on est happé par toutes nos occupations. Et souvent, je vous écoute et vos intervenants sont toujours très intéressants à ce sujet. À chaque fois, je me dis que j'aimerais avoir des conseils. Donc, je suis heureuse de passer aujourd'hui. Et non, c'est plus des choses pratiques. Et je pense que plusieurs couples se reconnaîtront dans notre situation. C'est-à-dire nous, on a un couple très solide qui communique et on parle beaucoup de manière très libre. Et on a même des envies un peu originales et coquines et tout ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le problème là, actuellement, c'est qu'on on a un problème de temps, d'espace et du coup, ça peut parfois, comment dire, ça nous échappe et puis bon, Ça passe après beaucoup de choses en fait. Ouais, exactement, exactement, ouais. Yves? Pourquoi vous attendez chaque fois que ce soit spontané? Pourquoi est-ce que l'invitation doit être spontanée? La spontanéité, justement, quand on est submergé par plein de choses, ne fonctionne pas. Pourquoi pas programmer? Qu'est-ce qui vous dérange de programmer? Parce que c'est un mythe. Les gens pensent que la sexualité doit être spontanée. La sexualité, mais l'un doit inviter l'autre. Alors, ils sont tous les deux coincés. Chacun regarde l'autre. Il faut que l'un envoie le message. Le message ne vient pas. On se dit, si j'envoie le message parce qu'on a attendu trop longtemps, est-ce que je vais être refusé? Est-ce que je vais être frustré? On va attendre encore un jour. C'est un jour encore de trop. Mais pourquoi ne pas discuter de dire, bon, spontané, est-ce que ça marche, mon chéri? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On veut faire ça spontané, que ça tombe du ciel. Ça ne marche pas. Et si on programmait? Alors, c'est quoi l'avantage du programmer? Donc, si vous avez des petits-enfants, c'est de chasser les enfants de la maison. Donc, moi, ils peuvent aller chez des amis, tout ça, pour vous retrouver seul. Et alors, ici, si vous programmez, vous pouvez vous préparer. Se préparer, ça veut dire mentalement se préparer. Se préparer, je sais pas, bon, on peut se laver, on peut se bichonner, on peut mettre de soie friolent, ou bien on peut prendre un bouquet entre-temps pour alimenter son fantasme, c'est-à-dire attendre une demi-heure, 45 minutes, où les deux se préparent de leur côté, et puis la libido, elle monte parce que mentalement on va faire quelque chose, et se retrouver. Et c'est comme ça que ça marche. Donc arrêtez de penser que la sexualité ne peut marcher que si elle est spontanée. Il n'y a pas, ça ne marche pas. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, complètement. Surtout qu'en plus, à force de ne pas trouver ce temps, la libido, elle s'en va, quoi. C'est ça le souci. Et plus vous attendez, plus elle s'en ira. Ouais, mais c'est ça, des grands moteurs de la sexualité, un des grands moteurs de la sexualité, c'est la fréquence sexuelle. Hein. Moins on fait, moins on a envie. Plus on fait, plus on a envie. Mais alors là, pour pouvoir maintenir, quand on est submergé par le quotidien, on programme. Et alors je me permettrais cette comparaison. C'est comme l'appétit, hein, ça tout le monde le sait. Et pourtant, vous programmez le repas du midi et le repas du soir tous les jours. C'est vrai. Donc peut-être qu'il faudrait programmer la sieste coquine, peut-être pas tous les jours, mais au moins tous les 2-3 jours, quoi. Ouais, faut qu'on programme. Ok. Oui. Alors c'est vrai, mais Yves, vous avez totalement raison. Hein. L'idée de programmer sa sexualité, c'est totalement incongru pour la plupart des gens parce qu'on a toujours l'impression qu'on doit avoir envie, on doit se jeter l'un sur l'autre comme des bêtes. Non, mais on peut avoir l'impression de se forcer si on fait ça. Moi, j'ai ce sentiment-là. Pas que l'un va croire que l'autre... ça peut créer des impressions que... En fait, non, finalement, quand vous l'expliquez comme ça, pas du tout. Mais non, pas du tout. Et il faut juste se dire que, par exemple, si vous programmez, on est mercredi, si vous programmez demain à 18h, une rencontre sexuelle, il faut juste, au moment où vous rentrez dans la chambre pour faire l'amour, vous donner le temps de laisser monter le désir, parce que c'est vrai que faut pas se jeter dessus comme ça à froid, mais comme on prend le temps de chauffer le repas du midi ou le repas du soir, on se jette pas dessus alors qu'il est pas, enfin sur un poulet qui est pas cuit, enfin vous voyez, je crois que c'est... Et peut-être que de programmer finalement,
nous, on va se préparer. Moi qui vous dis que je suis en petite perte de libido, peut-être que ça peut aussi permettre de nous se mettre dedans, nous les femmes, où c'est plus. Oui, et puis ça oblige aussi, me semble-t-il, quand on programme. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, Yves Pslati. Ça peut permettre aussi d'avoir envie de faire des petites surprises. On se dit tiens, demain, je vais utiliser ce petit jouet intime dont Brigitte a parlé la semaine dernière, ou tiens, je vais mettre tel sous-vêtement parce que il va pouvoir le découvrir. Enfin, vous voyez, ça permet aussi de faire fantasmer, d'érotiser. Et là, on revient aux 7 points, Yves Pslati, dont vous parlez. Vous êtes d'accord, hein, j'imagine? Tout à fait. Le programme. Attendez, j'ai encore un deuxième outil. Le programme, c'est l'outil numéro 1. C'est numéro 1. J'en ai un deuxième. Dans mon chapeau, je vais sortir un deuxième de mon chapeau. Deuxième outil. Alors, le deuxième outil, c'est dans la situation où vous êtes l'un à côté de l'autre, il n'y a personne à la maison, mais le désir spontané s'est dissipé parce que vous avez attendu trop longtemps, un jour, et puis le lendemain, mais vous avez la possibilité. Tout le monde est en train de se regarder, mais personne n'envoie un message, un signal à l'autre en disant, on va commencer. Alors, deuxième outil. Et si on se mettait un film porno? Alors, donc, vous mettez un film porno et vous utilisez le film porno érotique comme starter. C'est-à-dire que 2 minutes, vous allez le regarder et puis vous allez vous sauter l'un sur l'autre. Donc, c'est vraiment utilisé. Donc, je demande, il y a beaucoup de couples qui font ça. Ils savent qu'il faut avoir une relation sexuelle, ça va leur faire du bien. Mais bon, ils sont un peu froids, ils sont pas dans l'esprit de la sensualité, de l'érotisme, tout ça. Ils se mettent un film érotique, je vous assure, ça dure 2 à 5 minutes, clac, ils se sautent l'un sur l'autre après. Donc c'est un très bon starter. Donc mon deuxième outil, c'est un film porno. Ok. Faut que je retrouve tout ça, moi, parce que on a pu avoir des moments où on était à fond, et là, c'est vrai qu'il faut que je retrouve tout ça. Mais merci pour ces conseils, du coup. Oui, et puis comme votre couple va bien, je pense que ça va revenir. Il faut peut-être pas vous attendre à ce que ça revienne immédiatement au prochain rendez-vous, mais tout doucement, vous allez remettre l'appétit en route, hein, tout simplement. Des deux côtés, je pense, du coup, parce que lui aussi, je pense que même les hommes, on a toujours l'impression que peut-être que lui aussi, là, il est un peu, il faut qu'il se remette en route aussi. Oui, alors c'est peut-être ça, et c'est peut-être parce que justement il vous respecte et il vous estime beaucoup, il n'ose pas vous faire part de son désir, parce que ça c'est possible aussi. Mais je crois qu'on a trop ça aussi, parfois ça peut entraver un peu tout ça. Je sais pas si le fait parce qu'on s'aime très fort, on se respecte énormément, et vraiment voilà. Et je pense qu'effectivement ce respect, le pendant de ce truc-là, c'est que parfois Absolument. on va pas se jeter sur l'autre alors qu'on le ferait avec le premier inconnu. Eh oui, c'est toute la difficulté d'arriver à la fois à continuer à continuer à se désirer comme des bêtes, si je puis dire, à laisser notre part animale, hein, tout simplement, et puis se respecter, s'estimer, et la tendresse qui est aussi pas toujours le meilleur moyen d'accentuer notre côté sexuel, pulsionnel, etc. Mais je crois que vous avez très bien compris, Aude, et je suis sûre que vous allez y arriver. Grâce à Yves Pslati, qui a encore, j'imagine, quelques outils dans sa boîte à outils. En tout cas, on va continuer à évoquer tout ça avec vous sur Sud Radio. Vous pouvez nous appeler si vous aussi, comme Aude, vous avez envie de se comprendre comment vous pourriez relancer votre sexualité. 0826 300 300. Alors, une petite devinette. Est-ce que vous pourriez c'est pour moi ça. Oui, c'est pour vous. Quelles seraient les 2 matières préférées des adolescents? Évidemment, vous imaginez bien que c'est une réponse assez sexuelle. Et ce sera après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Yves Pslati, on évoque la santé sexuelle, on vous aide à retrouver un peu plus de désir, un peu plus de sexualité dans votre relation. On va avoir justement dans un instant Delphine qui nous a appelé, qui veut aussi quelques outils de votre boîte à outils, Yves Pslati. La santé sexuelle, je sais que c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de développer, et on peut retrouver sur votre site d'ailleurs ce site que vous pouvez citer s'il vous plaît, Yves Pslati, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, merci.
afpss.eu. Voilà, Donc, merci. c'est l'association francophone pour la promotion de la santé sexuelle. Merci. Alors, d'abord, on va me donner ma réponse à ma devinette. Yves Psati, quelles sont les 2 matières préférées des ados? Vous avez aucune idée? Les matières d'école. Oui. C'est pas mathématique et physique, je pense. Si, c'est maths et dessin. Maths et dessin. Ah tiens. Maths et dessin. Vous voyez Okay. Ça y est, vous avez saisi le jeu de mots. Ça fait tilt. Voilà, ça fait tilt. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour. Alors écoutez Brigitte, je vous remercie pour votre émission, surtout de laisser les gens de témoigner de leurs petits tracas au niveau sexuel et au niveau de la vie. C'est pas des petits tracas, parce que la sexualité, elle joue tellement un rôle important dans notre élan vital. Oui, mais surtout, après, il y a l'aspect aussi psychologique de tous les petits tracas de la vie et qui joue aussi sur la sexualité. C'est vrai. C'est ce qu'on disait hier, hein, le rapport entre l'esprit et le corps. C'est vrai, c'est un petit peu l'avantage et l'inconvénient des humains. Hein. Yves Psati, les animaux, je suis pas sûre qu'ils ont des problèmes de baisse de libido. Hein. Ah non, parce qu'ils fonctionnent différemment. Ils fonctionnent sur le strus, c'est-à-dire au moment où la femelle va ovuler avec des phéromones. Chez nous, ça n'existe pas, ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire exister, Delphine, hein? Vous êtes mariée depuis 10 ans et vous avez ça donc... Ça fait 15 ans qu'on est avec mon conjoint, qu'on est ensemble. On a eu une vie sexuelle tout au début de notre relation très, très intense, très passionnée. Bon, et puis maintenant, je pense, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est la routine de la vie, est-ce que c'est la baisse physique, parce qu'on vieillit. Moi, je suis ménopausée, j'ai 51 ans et mon mari va avoir 60 ans. Et c'est vrai que on n'a plus cette intensité au niveau de nos relations sexuelles. C'est plus aussi intense, c'est plus aussi fréquent. Et ça nous perturbe quand même qu'on a... Voilà. Alors, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la ménopause, l'andropause En tout cas, ce qui est intéressant à entendre, c'est que ça vous perturbe. Parce qu'après tout, on peut, au fil des années, avoir plus de tendresse et puis moins de sexualité. Si on en est satisfait, tout va bien. Mais j'entends bien, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, Yves Psati, c'est que ça perturbe Delphine. Attendez, moi ça ne me perturbe pas parce que j'ai une question quand même à poser. Il n'y a pas longtemps, hein, j'ai eu un couple comme ça de la cinquantaine d'années, la libido est partie, on fait beaucoup moins, ça nous perturbe, docteur, pourquoi? Alors je leur dis, bon, on va quantifier ça. Combien vous faisiez et combien vous faites maintenant? Ah, nous, pendant 10-15 ans, on a fait 3 fois par jour. Et maintenant, docteur, ce n'est qu'une fois par jour. Et ça nous perturbe. Bon, non, nous, c'est pas à ce stade-là, mais, mais c'est vrai qu'au début de notre relation, c'était plusieurs fois par jour. Mais on était plus jeunes, plus fous, je pense. Et comme vous disiez tout à l'heure, Brigitte, maintenant, il y a cette relation où il y a énormément d'affection, de complicité qui s'est installée. Mais on a quand même une nostalgie de ce qu'on a vécu auparavant, quoi. On aimerait bien retrouver... Combien vous faites maintenant? Combien vous faites? On va faire une fois par mois, 2 fois par mois maximum. Et ça perturbe mon mari quand même, quoi. Ouais, ça c'est pas beaucoup. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. Ouais. Alors il a un petit souci, oui, au niveau de son érection. Donc on avait été voir le docteur en lui demandant si on pouvait prendre du Viagra, mais bon après le médecin me dit que le Viagra c'est pas bon pour le cœur. Donc moi tout de suite j'ai dit non. Moi je veux pas qu'on mette en danger. On est tout. Ça dépend. Est-ce qu'il a des soucis cardiaques, votre mari? Non, mais bon, le médecin n'était pas pour. Écoutez, oui, donc, mettons l'église au milieu du village. C'est dangereux pour des gens qui ont des problèmes de cœur et qui prennent des produits nitrés comme médicaments, genre trinitrine, tout ça. Donc, il n'y a pas de danger. Et ne rentrez pas dans le jeu de certains médecins. Malheureusement, on voit beaucoup et on entend beaucoup, il y a
des médecins qui malheureusement sont sexophobes, ils n'aiment pas. Et comme ils sont sexophobes, et ils peuvent donner des très mauvais renseignements sur ce qui existe à leurs patients. Donc ici, vous pouvez dire à votre médecin, le répéter, ce n'est pas dangereux pour quelqu'un qui n'a pas de problème cardiaque et qui ne prend pas de produits nitrés. Donc il peut prendre genre Viagra, Cialis, Levitra, Spedra. Aucun problème. Oui. Bon. Et attention, ce genre de produit ne provoque pas l'érection. Donc ce genre de produit aide à maintenir une érection qui a lieu. Donc ça n'augmente pas le désir. Et comment il va augmenter le désir? C'est quoi le... Oui, mais c'est le cercle... Excusez-moi Yves Psati, mais c'est un cercle vicieux. Moi, je comprends tout à fait. Quand un homme a du mal à avoir des érections vraiment comme il voudrait, aussi triomphantes qu'avant, il va faire un peu l'impasse sur la sexualité pour pas se retrouver face à cet échec-là. Ouais. Une femme qui voit son homme qui bande pas vraiment et qui est obligée de mettre la main à la pâte, si je puis dire, ça lui enlève un peu de son désir aussi. Donc, moi, je crois qu'il faut pas hésiter, déjà, Delphine, à vous faire aider, surtout que c'est pas la peine d'en prendre tous les jours, hein. Vous en prenez une fois de temps en temps, et puis l'érection va être, puisqu'il a du désir, l'érection va venir. Comme l'érection va venir, elle reviendra plus facilement aussi, parce que c'est aussi, vous êtes d'accord Yves Psati, quand les érections sont un peu en berne, les hommes s'inquiètent et ont encore moins d'érections. Ah oui, il va rentrer complètement dans l'angoisse de performance à ce moment-là. Mais déjà, vous avez 50 ans. Déjà, quand il y a déjà... En fait, nous autres, on aime bien faire de l'éducation à la sexualité des grands adultes. Déjà, à 40 ans, on leur dit, écoutez, préparez-vous. Vous avez 40 ans. À 50 ans, votre sexualité va changer. À 60 ans, votre sexualité va changer. Au-delà, votre sexualité va changer. Donc, n'espérez pas avoir la même sexualité pendant toute votre vie. Donc déjà, préparez-vous. Apparemment, vous n'êtes pas préparé. Vous avez 50 ans et à ça, personne ne vous a dit préparez-vous, il y aura des changements. Et là, vous êtes en train de rechercher ce que vous faisiez quand vous étiez jeune. Je suis désolé, on n'a plus les mêmes performances. Hein. Donc on doit on doit s'orienter sur une autre sexualité. Pas forcément une sexualité... Oui, pardon, pas forcément une sexualité. Oui, si vous voulez, en tout cas pas forcément avec tout de suite la pénétration et l'érection triomphante. Il faut peut-être un peu plus de temps. À part le Viagra, est-ce qu'il existe des produits plus naturels ou qui peut inciter à remonter la libido, à remonter l'excitation, par exemple dans la cuisine? Est-ce qu'il y a des produits que je pourrais utiliser? Non? Quand on parle du gingembre. Donc on est en train d'étudier une plante qui apparemment jusqu'à maintenant on n'a pas eu de problème avec les gens qui utilisent cette plante. Ça s'appelle le tribulus et le produit s'appelle le tribubolan. Donc ça augmente un peu le taux de testostérone. Donc pour le moment, sauf cancer. Cette plante, on peut la trouver où? Mettez déjà ça sur Tribulus. Mettez déjà Tribulus sur Google et il va vous dire quel type et quel est le nom que vous pouvez acheter de ça. Et puis il y a tout ce qui est vasodilatateur, hein, Delphine, tous les aliments vasodilatateurs. Le ginseng, paraît-il, est assez aphrodisiaque. Bon, après, moi je pense que dans votre cas, il faut aussi retrouver un petit peu plus de nouveautés, de surprises, tout ce qui va vous permettre de repartir sur une sexualité qui sera moins immédiate, moins naturelle en quelque sorte. Hein. Et comme on a dit auparavant, un peu avant, pourquoi ne pas programmer une fête à faire? Donc vous préparez à ça, voilà. Au lieu que ce soit spontané. Allez. Au travail, Delphine. Je vous remercie, merci beaucoup. Non, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue avec Florence dans un instant. Yves Psati, une petite pause et on retrouve Florence. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Avec Yves Pslati, nous vous aidons à faire redémarrer votre libido. Et je rappelle que vous pouvez, si vous aimez beaucoup la boîte à outils de Yves Pslati, vous pouvez le retrouver. Vous avez des petits commentaires. Hein, on peut vous retrouver sur Internet, évidemment, où vous expliquez bien tout ce que vous êtes en train de nous raconter. Yves Pslati, c'est Florence qui est avec nous maintenant. Bonjour Florence. Bonjour Brigitte, bonjour Yves Pslati. Merci de me recevoir. Bonjour. Alors vous voulez revenir sur la question des fantasmes. Alors, oui, en fait, c'est pas forcément la question des fantasmes à la base, c'est que je me questionne parce que je m'aperçois que ma libido est un peu en berne, donc et mon partenaire avec qui je suis pas tout le temps. Alors, normalement, ça devrait bien se passer puisqu'on se voit que le week-end. Je pensais que c'était les tickets gagnants pour que ça fonctionne bien. Et en fait, je m'aperçois que quand on est ensemble, on est vraiment bien d'être ensemble, mais on retarde le moment d'aller se coucher, on retarde, et au final, quand on arrive au lit, on est tous les deux crevés. Et ça se passe de moins en moins, donc voilà. Alors je me suis dit, je vais essayer de jouer parce qu'il est très joueur et d'aller dans cette orientation, mais en fait j'ai l'impression qu'il est plutôt dégoûté chaque fois qu'on voit des scènes un peu cochonnes dans des films. Il a vraiment l'air dégoûté et du coup j'ose pas entrer dans quoi que ce soit qui est trait à une sexualité un peu dévergondée, quoi. Et vous n'en avez pas parlé avec lui? Je lui en ai un peu parlé. Je lui ai dit, mais je suis surprise quand même que tu sois dégoûtée quand tu vois des scènes. Il me dit, ouais, j'ai l'impression que c'est de la boucherie. D'accord. Donc ça correspond absolument pas à sa fantasmatique. Il a peut-être une autre fantasmatique. Il faudrait voir qu'est-ce qui pourrait lui plaire, et puis peut-être programmer, comme le disait tout à l'heure Yves Pslati, un autre moment pour vous retrouver sexuellement. J'ai même essayé ça en lui disant, parce que quand on arrive même tard à se coucher, il vient vers moi, ça lui arrive, mais moi je suis tellement crevée, c'est minuit et demi ou 1h du matin, là, j'ai plus envie, donc je lui dis j'ai envie de toi, mais c'est trop tard, il faudrait qu'on se couche plus tôt le soir. Je lui ai dit 1 fois, 10 fois, 100 fois, quoi. Et au final, je vois que ça lui donne pas envie. Mais ça, je crois, Yves Pslati, on pourrait aussi pousser un petit coup de gueule, faire l'amour forcément le soir, juste au moment avant de s'endormir. C'est pas forcément non plus une très très bonne méthode pour garder le désir et être au mieux au top de sa sexualité. Oui, bon, en fait, j'ai la mauvaise personne. On a la mauvaise personne devant nous. Il fallait que monsieur soit là pour lui poser vraiment des questions. Alors ici, ça aussi, ça peut être un genre de tactique, c'est-à-dire un type qui n'aime pas tellement la sexualité, un sexophobe. Il sait que madame va être fatiguée la nuit et comme par hasard, il lance l'invitation la nuit tout en sachant qu'elle va dire non. Alors il est bien content parce que lui, il n'est pas très attiré. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment un sexophile. Qu'est-ce qu'il en pense? Vous voyez 1 fois par semaine. Qu'est-ce qu'il fait le restant de la semaine? Pourquoi il est comme ça? Je ne vais pas donner un diagnostic, bien sûr, mais ça peut me faire penser à un homme qui n'est pas très attiré par la sexualité. Et puis, il a trouvé le moyen de dire moi, j'ai aucun problème avec la sexualité. Le problème, c'est toi avec la sexualité. Je viens vers toi et tu me refuses. Peut-être c'est son jeu à lui pour ne pas avouer que, en fait, c'est pas un foot de guerre, ça ne l'intéresse pas la sexualité. Je ne sais pas. Hein. Est-ce que vous êtes posé cette question-là? Est-ce qu'il est attiré vraiment par la sexualité? Non, en fait, on se reproche rien. On se reproche rien et quand ça se passe merveilleusement bien. C'est juste que je m'aperçois que en fait, c'est mon désir à moi qui s'étiole au fur et à mesure. Donc, alors essayez de faire la sieste l'après-midi pour ne pas être trop fatigué à minuit. Ça serait peut-être aussi une solution. Oui, j'ai déjà fait ça. C'est vrai que ça marche, mais en fait, c'est un peu routinier aussi. La manière dont on fait l'amour, c'est toujours la même chose. La manière dont ça se passe, moi, c'est pour ça que je parlais de fantasme à la personne que j'ai eue, parce que je me suis dit,
je me suis dit que si on mettait du jeu, si on mettait quelque chose de ludique, comme il adore jouer par ailleurs, ça pourrait être sympa. Il faut mettre d'autres jeux et pas partir sur de la pornographie, puisque visiblement c'est pas sa fantasmatique à lui. Ouais. Vous pouvez faire des jeux de rôle, vous pouvez acheter des jeux, il y a des jeux qui existent maintenant, vous pouvez vous amuser, je crois qu'il faut essayer de trouver quelque chose qui puisse convenir à tous les deux. Ouais, mais vous savez, j'avais même fait un jeu. Ouais. Je lui avais dit, on va faire un jeu, on va chacun mettre sur un papier ce qu'on a envie de faire, Ouais. et on tirera au sort, chacun à son tour, un truc. Voilà, donc on s'était dit, on va marquer une dizaine de souhaits chacun, et on l'a fait 4-5 fois, ce genre de truc. Bon, ça nous amusait, c'était plutôt sympa, et puis c'est passé, on est passé à autre chose, et on s'est arrêté de faire ça, et ça nous a pas manqué non plus, quoi. Donc, en fait, c'est vrai que peut-être que c'est ce que dit Islati. J'en ai un peu peur, oui. Ouais, peut-être que c'est pas vraiment son truc, mais pourtant. Mais c'est peut-être un romantique. Peut-être que lui, ce qu'il a besoin, c'est d'être bien collé contre vous pendant quelque temps, vous dire des mots doux et puis faire l'amour. Il a peut-être pas la même fantasmatique que vous. Et c'est là où il faut voir. C'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment arriver à en parler ensemble. Il parle pas quand on aborde ce sujet, parce que moi j'ai pas trop de tabou, donc je parle un peu de tout, mais chaque fois que je questionne, il ouvre des grands yeux, comme si ça le concernait pas vraiment. C'est-à-dire que lui, il dit, moi j'ai toujours envie, moi je t'attends, j'ai toujours envie. Et en fait, c'est vrai que si je le sollicite, il va me dire oui, mais je m'aperçois que même moi, j'ai plus. Vous voyez mon souci, c'est-à-dire que. D'accord. Donc ça voudrait dire que vous avez besoin pour votre désir de regarder des images pornographiques, d'avoir une sexualité qui soit plus torride, c'est ça? Non, c'est. Alors, oui et non. Non, parce que on est passé au slow sex, parce que j'avais moi des problèmes de mon côté, que j'avais vécu des choses difficiles, donc j'avais besoin vraiment de lenteur et pour me soigner en quelque sorte. Et maintenant que je vais mieux, c'est vrai que j'aurais besoin de quelque chose d'un peu plus musclé, un peu plus torride, comme vous dites. Et oui, mais vous avez pas à l'embarquer en fait. Oui, mais parce que visiblement, vous n'avez pas choisi un bad boy, vous avez choisi un prince charmant. Mais non, c'est plutôt un bad boy en fait, parce que c'est pas un prince charmant, c'est pas un type qui me fait des je veux dire, au début, il me faisait des grandes déclarations, qui est belle, qui est merveilleuse, qui est machin, mais maintenant, il y a même plus ça, quoi. Bon. En fait, il y a un manque de communication. Alors, la meilleure chose, évidemment, quand on ne se comprend pas, l'un ne parle pas, il y a un manque de communication. Donc, vous devez chercher de l'aide à l'extérieur, aller consulter ensemble, à condition que les deux le veuillent, pour justement ouvrir cette communication sur la chose, c'est-à-dire sur la sexualité. En fait, je vais juste vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de couples qui n'ont pas cette communication au niveau de la sexualité. Donc nous autres, évidemment, dans notre job, c'est favoriser cette communication, que chacun dise ce qu'il a envie et qu'on mette des choses en place avec des outils que les gens peuvent entre eux trouver et des outils qui marchent. Mais pas un outil qui a marché pendant 1 an, ça ne va pas dire qu'il va marcher la 2e année. Donc, et puis réinventer certaines choses. Mais pour ça, il faut avoir déjà quand même une libido. Et ici, on peut vous conseiller à vous pour continuer à avoir la libido, c'est de ne pas laisser tomber la sexualité personnelle. Et donc de vous masturber. Merci Florence, en tout cas, merci beaucoup. On va continuer avec le Love Conseil, on va parler de la jalousie. Vous pouvez vous aussi nous rejoindre au 0826 300 300, à tout de suite. 14h16. .fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Yves Slati, je vais parler de la jalousie. La jalousie qui
parfois peut être un aphrodisiaque, mais c'est à manier avec beaucoup de précautions parce que ça peut aussi provoquer beaucoup de panne de libido. On l'a vu d'ailleurs avec le témoignage de Natacha en tout début d'émission. Alors la jalousie, c'est assez humain. Hein. D'ailleurs même les animaux, on voit parfois dans nos animaux familiers, on voit parfois des scènes de jalousie. Et je dirais qu'elle est vivante, la jalousie. Je pense que ça répond à quelque chose d'assez normal. On aime bien être le préféré de quelqu'un. La jalousie, en fait, elle répond à 3 critères principaux et pour que vous puissiez voir clair en vous et en votre partenaire, si vous avez par exemple des difficultés et des problèmes de jalousie entre vous, eh bien c'est peut-être intéressant de comprendre tout ça parce que ça facilitera déjà bien les choses. Tout d'abord, la jalousie, elle est plutôt liée à la possession qu'à l'amour, et c'est l'amour de soi qui peut nous permettre de nous éloigner un petit peu de ce besoin de posséder le partenaire. Ne pas vouloir perdre l'être qu'on aime, c'est bien, c'est normal, mais avoir peur de le perdre, ça traduit souvent une insécurité dont il n'est pas responsable. Donc si on a tendance à être un petit peu trop jaloux, peut-être qu'il faut travailler sur justement sa capacité à avoir confiance en soi. Première cause de la jalousie, donc la peur de perdre ce qui nous vient de notre désir archaïque de fusion, pourrait-on dire, et puis ça a donc à voir avec le narcissisme. L'autre, c'est un peu nous, de là à croire qu'il est un peu à nous, hein, il n'y a pas toujours beaucoup de différence. Alors la deuxième piste, c'est la projection. On a envie d'aller voir ailleurs et puis inconsciemment on ne sait pas qu'on a envie d'aller voir ailleurs et on projette ça sur notre partenaire. On a l'impression qu'il a envie d'aller voir ailleurs et donc on est jaloux. Et la troisième piste qui est assez difficile aussi à réaliser, qui est une piste souvent beaucoup développée par les psychanalystes, ce serait ce désir homosexuel. On fantasme de voir notre partenaire si on est un homme avec un autre homme. Et puis si on est une femme avec une autre femme, voilà. Et puis les jalousies très maladives, voire paranoïaques, elles sont souvent aussi de ce ressort. Voilà ce que j'avais envie de vous dire de la jalousie. Yves Pslati, je vous laisse la parole. Vous êtes peut-être pas tout à fait d'accord avec ça. Je sais que vous êtes un peu moins psy que moi. Mais non, vous avez tout à fait raison. Donc, en amont de la jalousie, il y a la peur de l'abandon, et en amont de la peur de l'abandon, il y a un problème d'estime de soi, de confiance en soi. Donc, les gens qui sont pathologiquement jaloux, on va les envoyer chez le psy, à condition que le psy ait des outils pour travailler l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, c'est pour ça qu'il faut téléphoner au psy, il faut lui dire « Je viens pour ça, est-ce que vous avez des outils pour m'aider, pour mon estime et pour ma confiance en soi ?» Une fois qu'on a travaillé l'estime de soi et la confiance en soi, du moins la jalousie pathologique disparaît. Mais la jalousie physiologique, qui est un peu dans tout le monde, c'est tout à fait normal. Et comme vous dites, ça peut aussi des fois booster un peu la libido. Absolument, on sait dans une soirée, si on voit notre partenaire qui est un peu sollicité par quelqu'un et qu'il est un tout petit peu sous le charme, on peut avoir envie de lui sauter dessus à peine rentré à la maison. C'est des choses qu'on a tous connues, évidemment. Oui, bien sûr. C'est des choses qui arrivent souvent, ça. Et c'est très bien d'ailleurs, à condition évidemment que ça n'aille pas plus loin. Et c'est là où c'est pour ça que je disais que c'est à manier avec précaution. Michel, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yves Psalti. Alors, j'ai bien dit ou pas? Je n'arrive pas à le dire, voilà. Vous savez, j'ai mis au moins 2 ans à arriver à le prononcer correctement son nom, Michel. Alors, Pslati, il faut cracher un peu. Psalti, vous pensez juste le mot psalmodier. Ça vient de là, psalmodier, psalti. D'accord, psalti. Voilà. Ok, ben merci. Alors, je vais vous parler un petit peu. Moi, alors je suis en couple, depuis. On s'est connus en 93 et on s'est mariés en 2000. Donc, et donc avec mon mari, on travaille ensemble, voilà. Donc c'est toujours très compliqué. Mais il y a au niveau sexualité, ça a toujours bien fonctionné et même je dirais
ça a évolué parce qu'on a fait des choses qu'on faisait à 20 ans et après qu'on s'est amélioré une vingtaine d'années à faire à 30 au fur et à mesure. Et puis là, c'est vrai que c'est un âge, je dirais, alors là c'est un peu compliqué, j'ai un âge, c'est moi, enfin j'ai un âge, j'ai une cinquantaine, je vais avoir 51 ans. Et en fait, alors la libido, je l'ai. Je fantasme beaucoup. Et donc j'ai fait même un rêve que j'arrive pas à comprendre, où j'ai vraiment, comme on peut dire, alors le terme, pas fantasme, mais alors c'est pas j'ai eu je vais pas dire le terme. Excusez-moi, c'est vulgaire, mais je l'avais en tête tout à l'heure. J'ai pris mon pied, on peut dire. Voilà, je voulais dire ça. Enfin, vraiment pris mon pied. Enfin, j'ai eu. Alors, c'était un rêve, mais alors le problème, c'est que il y avait pas de visage. Là, ça a été une grosse psychose dans ma tête. Je me suis dit non, mais attends, là, j'ai eu l'impression de voir un film d'horreur quand j'étais jeune, où souvent qu'il y avait le diable, on avait le pacte avec le diable ou vice versa. C'est bon, bref. Mais j'étais super bien. D'ailleurs, je voulais peut-être revenir dans mon rêve. Je voulais rester dans mon rêve. Mais voilà, j'ai des pulsions comme ça. Mais je pense que c'est dû, j'ai un gros souci là-dessus, et c'est un gros souci entre ma pensée et mon mental et mon physique. Déjà, j'ai eu du mal à m'accepter physiquement. Je manquais pas de confiance en moi, mais je n'aimais pas mon corps. C'est drôle, hein. C'est en tant que j'ai mis longtemps à accepter mon corps, et pourtant, je veux dire, mon mari a toujours aimé mon corps. Bon, après, voilà. Et après, c'est quelqu'un qui ne sort jamais, qui ne veut pas sortir. Et moi, le contact, j'aime beaucoup le contact autre. Je veux dire, j'aime. Oui, vous aimez rencontrer des gens. Rencontrer des gens. Et en fait, j'ai besoin de ça. Et en fait, au fil de temps, je me suis aperçue que dans notre relation, je me suis auto-interdit à un moment donné à me féminiser, hormis quand à un moment donné j'ai voulu faire de la danse, quand j'ai eu 42 ans, voilà, parce que c'était toujours par le biais pour mes enfants. J'ai fait ça pour aider ma fille, je fais ça pour aider mon fils, je fais ça pour aider mon mari, mais je fais pas les choses pour m'aider à moi. Et en fait, et aujourd'hui, c'est vrai que là, je sais pas si c'est hormonal ou si c'est une préménopause ou pas qui arrive, j'en sais rien, mais c'est vraiment, c'est tout ce que j'ai refoulé pendant des années, c'est en train de ressortir en surface, voilà. Mais c'est-à-dire, c'est en train de ressortir en surface, c'est-à-dire que ça vous coupe dans votre élan. Oui, au niveau sexuel, presque à la limite, je suis pas facile avec lui, presque, voilà, ça me coupe. On pourrait dire que vous le jugez un peu responsable de tout ce à quoi vous avez renié. Alors, je le juge pas responsable, je me juge moi-même responsable en fait. C'est presque à la limite, je m'auto-punis moi-même en fait. C'est fou ça, j'arrive pas. Non, parce que c'est pas de sa faute. Après tout, c'est moi qui ai voulu cette situation-là. Oui, d'accord, mais vous avez le droit de lui en vouloir quand même. Hein. Par exemple, c'est pas toujours très rationnel l'humain. Hein. Ouais, par exemple, par rapport à les enfants maintenant sont grands, ils sont là. Puis alors la dernière fois, j'ai été très surprise. Je sais pas, je veux dire, mon aîné, il a 24 ans quand même. Et puis voilà, souvent il repart. Enfin voilà, il travaille avec nous. Enfin, et puis ils étaient partis un week-end. Mon aîné était parti, il était pas là. On s'est retrouvés tous les deux. Et il me dit là c'est bien, on est tous les deux. Mais sur le coup je lui dis non mais attends, mais nos enfants sont grands, c'est pas parce qu'ils sont pas tout le temps avec nous, mais ça nous empêchait pas, je veux dire, dans la nuit d'avoir une relation comme on a eu fait quand ils étaient petits ou même ados ou peu importe. Et bien c'est lui qui bloquait, il me dit ouais mais maintenant ils sont grands, ils peuvent tout entendre, tout comprendre. J'ai dit n'importe quoi. Voilà, c'est et je cite ça et puis après en tout cas on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression, et je vais donner la parole à Yves Slati, que vous vous retrouvez plus trop bien, que vous vous comprenez plus très bien actuellement. Qu'est-ce que vous diriez, Yves? Yves, qu'est-ce que vous répondriez à Michel?
Il n'y a pas de désir, on ne se désire pas. Il y a deux choses chez elles déjà donc, déjà travailler ensemble. Hein. Déjà des gens qui sont 24 heures sur 24 ensemble, ils ne mettent pas suffisamment de distance entre eux pour pouvoir se désirer. Ça, c'est une des choses. Et puis, c'est dommage parce qu'elle ne prend pas du temps pour elle-même, donc elle fait des choses pour son mari, pour ses enfants, et pour elle-même, elle ne fait pas. Donc, peut-être qu'elle doit prendre un papier et un crayon et mettre sur le papier en griffonnant dessus, écrire « Je m'autorise », le mot « autoriser » est important, à prendre du temps pour moi-même. Je m'autorise à prendre du temps pour moi-même. Et vous devez le lire plusieurs fois par jour. C'est une autorisation que vous vous donnez. Et enfin, vous pouvez vous ouvrir sur vos désirs, sur ce que vous voulez, tout ça. Et puis peut-être pour un peu booster votre sexualité, c'est toujours compliqué les gens qui sont fusionnels, entre guillemets, parce qu'ils sont sans arrêt ensemble, de créer un espace pour l'érotisme, pour la sexualité. En plus, les enfants sont là, il ne faut pas que les enfants nous entendent, donc il faut à un moment donné casser ça. Hein. Peut-être aussi, Michel, que si vous arrivez à vous autoriser du temps pour vous et des moments avec peut-être des amis ou des relations, enfin bref, vous allez quitter un peu aussi cette relation qui est un peu fusionnelle et vous retrouver, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est ça aussi. Moi, j'aime bien l'idée de remettre de l'oxygène extérieur dans le couple. Oui, mais justement, je suis en train d'y penser. Mais quand j'en parle... ça fait une frustration chez mon mari terrible. Voilà. Oui, alors, mais à un moment donné, moi j'ai besoin de vivre aussi. Il faut en passer par là, mais c'est normal que ce soit compliqué pour lui parce que tout d'un coup vous lui retirez quelque chose, vous lui retirez j'allais dire sa nounou quelque part, vous voyez. Il faut que vous lui expliquiez que c'est important pour vous, mais que c'est aussi important pour votre couple. C'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne que c'est pas quelque chose que vous lui retirez, c'est quelque chose qui est nécessaire pour que votre couple attaque cette troisième vie, si je puis dire. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il faut que je m'y oblige. Alors après, c'est vrai que je pense que c'est... Mais voyez le terme, il faut que je m'y oblige. Vous vous rendez compte du mot que vous utilisez? Oui, mais parce que je pense que je sais pas. Je pense que j'ai peur. C'est la peur de mes réactions après. Parce que c'est comme si, en fait, pendant des années, souvent, oui, vous êtes bridé. Vous êtes bridé. Oui, et là, quand alors, c'est vrai, quand je sors, peu importe, je vais faire mes courses, peu importe, après j'ai d'autres activités extra-professionnelles, en plus de... Je suis toujours joyeuse, et les gens me disent « Ah, mais t'es joyeuse », parce qu'en fait, presque à la limite, je redécouvre ce que c'est. Oui, mais on entend votre joie de vivre, Michel. Mais c'est possible qu'en vous débridant, vous deveniez une jument folle, mais... Et c'est ce qui me fait peur, de devenir une jument folle. J'entends, mais oui, j'entends et c'est fort probable. Mais vous n'avez pas le choix, puisque sinon vous allez quoi? Vous allez dépérir comme ça à petit feu pour les 30 ou 40 ans qui vous restent à vivre? Non, je crois qu'il faut que vous passiez le cap. Ça passera ou pas, mais vous avez. Enfin, moi, je pense que vous n'avez pas le choix parce que quelle est la personne la plus importante pour vous? C'est moi. Et voilà, on y est. On y est, oui, c'est vrai. Bon. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. Et oui, c'est toujours un plaisir et c'est vrai qu'il faut que Mais expliquez-lui bien que c'est pour votre couple, que c'est pas pour vous. C'est une façon un peu plus délicate d'expliquer les choses. Merci Michel, merci beaucoup. Allez, une petite pause, Yves Plati, puis c'est déjà l'heure de conclure dans un instant. Et puis peut-être que vous avez envie vite de profiter de ces quelques minutes qui nous restent à passer ensemble pour nous rejoindre et parler de votre désir. À tout de suite. .fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
En compagnie de Yves Psletty, sexologue et auteur de ce livre, La sexualité positive, sorti aux éditions de la Musardine. On évoque bien sûr aujourd'hui la santé sexuelle, mais évidemment, quand on est en bonne santé sexuelle, on est dans une sexualité positive. Je rappelle aussi que vous êtes l'inventeur de cette expression que j'aime beaucoup, les sexophiles et les sexophobes. Et on peut devenir sexophobe si on laisse un petit peu endormir notre désir. C'était un peu ce qu'on a entendu depuis le début de l'émission. On va conclure avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Et vous, ça va, vous êtes sexophile, ça va bien, le désir est là? Oui, en toutes circonstances. Bon. Alors, je pense que je suis passée de la deuxième division en première division. Je dirais même que je découvre le championnat du monde éventuellement. Voilà à quel point je suis devenue sexophile. Je me permets d'aller voir un peu dans toutes les cultures comment ça se passe. Et alors, voilà. Donc je vois que vous avez déjà écouté Yves Psletty, puisque vous prenez ces expressions. Tout à fait. En fait, je l'ai eu il y a, je pense que ça remonte à peut-être plus d'1 an, pour ses conseils pour la masturbation, parce que je n'y trouvais vraiment aucun plaisir. C'était mécanique, comme il dit. Et effectivement, j'ai besoin de supports vidéo érotiques, parce que le porno me rebute plutôt qu'autre chose. Donc avec des supports érotiques. Pareil, quand je suis toute seule devant ma télé, si je vois éventuellement des scènes érotiques, ça peut me stimuler pour la masturbation. Après, c'est quelque chose effectivement que je ne fais peut-être pas régulièrement. C'est comme ça, quand ça me prend, ou éventuellement pour m'endormir, chose qui me fait rire en début d'émission d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que je suis passée de la petite fille sage avec mes partenaires fidèles, avec qui ça se passait relativement bien, au part avec le père de ma fille, où j'avais plutôt l'impression d'être sur le banc des remplaçants, et c'était très 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 occasionnel, j'avais l'impression. Après, c'est un partage à deux. Je dirais comme votre émission hier, comme disait Lucie, pour moi, c'est devenu, on va dire, une activité loisir, une sorte de danse, comme dirait Kinvey, à l'horizontale, avec qui je fais une danse de salon différente avec chaque partenaire, voilà. Donc, à vous écouter, je suis passée de seconde division à première division. Voilà, j'ai modifié ma façon de penser. Parce qu'avant, j'estimais que faire l'amour, c'était obligatoirement avec des sentiments, toujours très fidèle, machin. Et voilà, à force de travailler sur ça, de me dire, pourquoi pas. Et au final, je trouve grand plaisir à avoir une activité sexuelle sans pour autant avoir de sentiments. Donc vous avez réveillé la lionne qui dormait en vous, grâce à Yves Psletty quand même. Ça fait plaisir à entendre, non? Voilà, je tenais à le remercier effectivement, d'où mon appel, parce que je tenais à le remercier personnellement. Voilà, pour ces bons conseils qui sont très efficaces. Voilà. Ainsi que tous vos intervenants, d'ailleurs, j'ai pris de chacun. Allez-y, oui, bien sûr, allez-y. Donc, il faut être vouloir, mais en amont de vouloir, je pense qu'il faut être curieux. Il faut être un personnage curieux, une personne curieuse comme elle est. Donc, tiens, il y a des trucs qui existent, tiens, je vais prendre un bouquin, je vais lire. Et elle lit le bouquin et elle avance. Juste pour petite parenthèse, parce qu'encore j'ai eu ce matin un cas comme ça, les gens qui sont grands spécialistes du bien-être, ils vont faire plein de stages, ils vont lire plein de livres, ils vont faire des ateliers, tout ça, et jamais ils arrivent à avoir un bien-être. Or, un bouquin peut-être peut servir, mais il faut utiliser les conseils que ce bouquin donne. Au lieu de le lire comme un roman, les gens ils lisent plein de romans sur le bien-être, et je vois qu'ils n'ont jamais de bien-être. Donc, peut-être ce que ici Charlotte a fait probablement un bouquin et elle a suivi les conseils du bouquin pour arriver à quelque chose. C'est ça qui est fantastique. C'est ça la bonne curiosité. Je suis navrée, je suis effectivement très très curieuse. Je ne lirai peut-être sûrement jamais votre bouquin, mais j'adore vous écouter et c'est là que je pioche toutes les informations. Je les entends, je les écoute, je les étudie et je fais mon petit bout de chemin.
Oui, mais vous êtes passé à l'action en quelque sorte, hein, parce que c'est vrai qu'on peut entendre 10 fois Yves Pslati nous dire masturbez-vous, mais si vous prenez pas à un moment donné votre main et vous la dirigez pas vers votre sexe, bon bah il se passera rien. Hein. Donc vous êtes passé à l'action et c'est ça, je crois que Yves dit, c'est qu'il suffit pas d'entendre ou de lire, il faut agir. Tout à fait, mais moi je suis un peu trop dans... Enfin, moi c'est pas mon problème... Enfin, justement, ça n'a jamais été un problème pour moi d'agir. Effectivement, je suis peut-être... J'ai dû me calmer parce que j'ai une petite fille, mais c'est vrai que dès qu'on me disait chiche, je fonçais tête baissée. Alors du coup... Bon voilà, j'étais un peu prude, voilà, je voulais être une petite fille correcte, sage et non, j'ai décidé de plus l'être en fait. Voilà, d'être voilà, de découvrir le domaine dans lequel je me mettais beaucoup de barrières et effectivement, je vois que si on se met des barrières, effectivement, on passe à côté d'énormément de choses. Et du coup, voilà, on ne peut pas découvrir. Voilà, moi j'aime la découverte, j'adore apprendre. Et du coup, dans ce domaine-là, on va dire que j'étais trop novice et des choses que je n'aimais pas. Comme au début la fellation pour moi voilà c'était compliqué. Maintenant je m'y suis découvert voilà à l'aise et a priori mes partenaires sont très 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 demandeurs du coup. La sodomie c'est surprenant ça. Non mais je crois je plaisante évidemment. Non mais je crois Charlotte qu'il y avait le poids d'une culture ou d'une éducation qui était assez forte. Il faut se conduire bien si on veut être une femme respectée, etc. Et à un moment donné, vous avez accepté de laisser, justement, comme je le disais tout à l'heure, votre lionne s'exprimer. Vous avez envoyé un peu balader votre culture, votre éducation, et puis vous avez, par grâce sans doute à votre curiosité et à votre capacité d'agir, vous avez fait des choses, et puis vous découvrez que ça vous apporte du plaisir, que vous êtes bien, ça vous donne confiance en vous. Enfin, allez-y, continuez, hein. Forcément une culture, mais le regard des autres, en fait. Du coup, voilà, de se dire oui, mais si je fais ça, on va me regarder différemment ou voilà. Et du coup, j'ai dit avant, dans tous les autres domaines, je disais ouais, mais j'en ai rien. Je suis très différente de tout le monde et j'aimais cette différence et je la faisais voir. Et dans ce domaine-là, qui était la sexualité, j'avais peur d'être jugée. En fait, je voulais pas avoir ce... Et en fait, je me suis dit, pour tous les autres domaines, au contraire, tu aimes montrer ta différence et que tu assumes, même si tu es critiqué. Donc, pourquoi pas dans ce domaine aussi, lâche-toi, allez hop, on y va. Voilà, donc je sais plus, j'avais déjà pas de tabou à l'époque. Moi, je suis libre à toute discussion, même sur la sexualité, rien même si j'étais une petite fille sage. Mais là, maintenant, j'ai décidé. Écoutez, merci Charlotte. On est en fin d'émission. Je suis obligée malheureusement de vous couper, mais on vous aurait écouté volontiers plus longtemps. Ça fait plaisir de terminer par ce témoignage parce que ça montre à quel point Yves Pslati, le fait d'être aussi concret que vous, quand vous parlez de sexualité, eh bien, ça aide les gens. Ça aide les gens à comprendre, à entendre et à agir. Donc merci, continuez Yves Pslati et puis je rappelle qu'on peut vous retrouver sur ce site afpss.eu où vous développez donc cette notion de santé sexuelle. On peut vous lire aussi dans ce livre La sexualité positive. On peut vous voir aussi dans vos petits dans ma chaîne YouTube, oui. Dans votre chaîne YouTube. Voilà, donc vous avez plus aucune excuse si votre santé sexuelle est en berne. Réveillez-la. Agissez, masturbez-vous, fantasmez, enfin bref, tout ça. Allez, tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Merci Yves. Et puis demain, on sera... Merci Brigitte. On sera avec François Bourgognon à demain.